Euh, donc c'est une table ronde. Il n'y a pas énormément. Enfin, la façon dont ça fonctionne, c'est que moi, j'ai pas prévu disons, de choses à dire structurées. J'ai prévu des thèmes, donc ça va me permettre de diriger la conversation ou de suggérer, mais il n'y a pas de déroulement logique auquel il faut adhérer. Ça va dépendre vraiment de ce dont on a envie de parler, de vos réactions, de vos envies, etc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Simon, donc c'est du club anciennement Turin-Poteau Marseille. Maintenant, j'habite à Cork en Irlande. Je pense que je connais la plupart d'entre vous, mais avec les pseudos, parfois, je ne vois pas qui est qui. Donc, si je vous parle comme si vous étiez un inconnu alors qu'on se connaît depuis des années, mes excuses. C'est pas que je vous ignore, c'est tout simplement que je ne vous ai pas reconnu. Donc, n'hésitez pas à me dire qui c'est si nécessaire. Euh, Sur les deux précédentes éditions de ATT qu'on avait fait en réel à Parthenay, j'avais animé des tables rondes un peu du même style sur le fair play. Et là, vous allez voir que c'est un petit peu la suite de ça, en fait. Sur le fair play, on avait dit beaucoup de choses et je pense que, moi, en tout cas, ça m'intéressait moins de continuer parce que on n'a jamais fait le tour, mais on avait vu l'essentiel, disons, d'une part. Et d'autre part, moi, j'ai le sentiment par rapport à il y a, je sais pas, une dizaine d'années, quoi, quand j'ai commencé le Mahjong, que l'ambiance dans les tournois, justement, est beaucoup plus satisfaisante de ce point de vue-là. Donc, je pense que il y a moins un besoin, enfin, en tout cas, moi, je le ressens moins, donc c'est pour ça que j'anime pas encore une autre table ronde sur le fair play. Mais à la place, j'élargis un petit peu la question, donc, comme vous avez compris, sur le Mahjong comme pratique sportive. Alors, déjà une petite précision, je pense que vous avez compris hein, qu'il s'agit de sports, ce qu'on appelle les sports de l'esprit. C'est pas trop une activité physique, le Mahjong, même si on bouge un petit peu les bras, etc. C'est quand même, voilà, c'est quand même pas très très physique. Donc ce qu'on appelle les sports de l'esprit, c'est de transposer un petit peu ce qu'on fait dans une pratique sportive à des jeux, du coup. Ça peut être les échecs, ça peut être le Go. Pour des exemples qui sont très bien documentés, le bridge est une très très grosse pratique de sports cérébraux. Mais on a aussi justement des jeux de hasard avec des éléments de réflexion. Donc, beaucoup plus établi que le Mahjong, on a le poker. Et ça se rapporte en fait à une pratique qui est de voir le sport pas seulement comme un effort, mais aussi comme enfin, pas comme un effort physique, mais comme un effort justement global d'une personne pour des mots qui sont peut-être un petit peu galvaudés, hein, mais qui décrivent ça, ce qu'on appelle le dépassement de soi, de s'améliorer, ce genre de choses, un petit peu ce qu'on retrouve dans l'olympisme. En lisant un petit peu des trucs pour aujourd'hui, j'ai trouvé une citation. Alors, j'ai pas pensé à la noter, je l'ai pas retrouvée après, donc je vais pas pouvoir vous la citer exactement, et je vais pas non plus pouvoir vous donner l'auteur, mais peu importe, je vais vous la redonner comme je m'en souviens, et ça représente voilà, ce que je trouvais intéressant. À savoir que j'ai trouvé ça en lisant un article qui a été lié à Roland Barthes. Donc je ne sais pas si c'était de Roland Barthes, mais peut-être que si quelqu'un est intéressé, on peut le retrouver par ce biais-là. Et la citation disait, en gros, encore une fois, c'est pas vraiment une citation, mais là je vous le retranscris pêle-mêle, comme on dit, que la différence entre le sport et la guerre, c'est que à la guerre, on essaie de battre son adversaire. C'est l'adversaire qu'on essaye de battre pour avoir un gain de ressources, de terrain, etc. Alors qu'au sport, la personne qu'on essaye de battre vraiment, c'est soi-même. L'adversaire est accessoire, en fait. Euh, est un accessoire. Ce qu'on essaye, c'est pas de détruire son adversaire, mais en gagnant le combat ou le jeu, ce qu'on essaye, nous, c'est de se prouver à nous-mêmes notre valeur ou de s'améliorer nous-mêmes. Donc voilà par rapport à l'idée générale. Ça, c'est juste pour vous montrer ce que j'entends par une pratique sportive dans le cadre du Mahjong. Et maintenant, je vais vous présenter les différents. Alors, Jérémy, c'est une très bonne question, la pratique sociale par rapport à la pratique sportive. C'est le premier point, justement.
que j'ai dégagés. Donc là, je m'apprête à vous présenter les différents points que j'ai dégagés sur lesquels on va pouvoir s'appuyer dans notre discussion. C'est déjà que la pratique sportive, c'est quelque chose de très très large en fait. C'est pas forcément compétitif. Parce que si je prends par exemple des exemples d'activités sportives individuelles, euh, c'est pas forcément de l'activité physique. Ça peut être des choses qui. Je pense par exemple au tai chi, par exemple, c'est pas du tout c'est physique, mais c'est pas du tout compétitif. Enfin, pas que je sache. Donc voilà, ça peut être sportif sans être forcément compétitif, et c'est quelque chose de très très large. Par exemple, je vais souvent parler du foot parce que le foot c'est quelque chose que tout le monde connaît, en tout cas en Europe, et qui nous permet de faire des comparaisons un peu faciles. Le foot, ça peut être aussi bien des joueurs payés des millions qui qui d'ailleurs sont peut-être dans une pratique un petit peu plus guerrière que sportive parfois, que des gens qui s'amusent avec une balle sans forcément suivre des règles bien précises. Ça reste du foot, ça reste une activité sportive. C'est un lieu de rencontre, aussi où on n'est pas seulement axé sur la performance. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure sur la table ronde sur le contexte de la prise de décision. On a ses propres objectifs en fait. Donc c'est là où il y a plusieurs choses sur la pratique sportive. Une autre chose que j'ai mis de côté, disons, c'est l'aspect personnel qui est lié à tout ce qui est entraînement. Comment on s'améliore, comment est-ce que on s'observe, on essaye de tirer des conclusions de ce qu'on a fait pour avancer. Et l'autre aspect, c'est comment est-ce que on fait ça à plusieurs, éventuellement. Donc, ce qui peut être tout ce qu'on appelle le coaching, en fait. En sport, il y a toujours en tout cas, je pense qu'il y a, dans la très grande majorité des cas, des coachs. Et si on prend par exemple des sports avec un joueur individuel, comme le tennis, les meilleurs joueurs de tennis du monde ont des coachs. Alors à ce moment-là, puisque si on est déjà le meilleur, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un coach? Parce que justement, ça nous apporte une autre vision, une direction, un retour. Et par définition, le meilleur joueur est meilleur que son coach. C'est la définition d'être le meilleur joueur du monde. Mais pourtant, il a quand même un coach qui lui apporte quelque chose. Par rapport à tout ça, il y a aussi comment est-ce que une pratique sportive, ça devient aussi, au niveau d'une personne, quelque chose par laquelle on va souvent se définir. Moi, par exemple, quand on me demande de me présenter dans un truc social, très souvent, une des premières choses que je vais dire à propos de moi, c'est je suis un fan de Mahjong. C'est quelque chose qui m'apporte de la joie déjà dans le jeu, mais aussi qui dirige ma vie de plusieurs façons. Donc voilà, c'est aussi quand on pratique quelque chose comme ça, et que ce soit à tous les niveaux, hein, on n'a pas forcément besoin d'être très compétitif et d'être un extrêmement bon joueur, mais quand c'est une pratique régulière, ça devient quelque chose qui nous définit, dans lequel on se retrouve. Et ça apporte aussi, ça c'est un autre thème, que de certaines formes d'art, moi je pense, Jérémy, ouais. Après, encore une fois, là je pose juste des thèmes et on pourra en discuter, mais moi à titre personnel, ouais, je vois des rapports entre le sport et l'art. Et d'ailleurs, je parlais de Roland Barthes tout à l'heure, qui est essentiellement un théoricien j'allais dire essentiellement de l'art, mais pas seulement en fait, de beaucoup de choses, et qui fait justement des liens entre ça. Et oui, par rapport à tout ça, comment nous, est-ce qu'on se retrouve dans le Mahjong, etc. Le sport, c'est aussi des valeurs. Donc là, on retrouve un petit peu ce qu'on avait fait les autres années sur tout ce qui était fair play, etc. Donc, ouais, les valeurs du sport, s'améliorer, mais aussi respecter son adversaire, se rencontrer. Et moi, un des trucs qui me plaît énormément je vous dis ça comme ça, mais quand je dis moi-je, c'est pas spécifique. Ça m'est pas spécifique, c'est quelque chose de tout à fait normal en fait. Dans les tournois, c'est après le tournoi ou la veille du tournoi
d'aller au resto avec tout le monde, de discuter, parfois de dire ah bah, pendant le tournoi j'ai eu ça qui s'est passé, c'était spécial pour moi, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et ça c'est une grande part pour moi du sport, de la pratique sportive. Euh, et la dernière chose du coup que j'ai mis de côté, et ça on y revient un petit peu quand je dis qu'après un tournoi on aime bien se retrouver, en discuter, etc. Un autre aspect du sport, c'est le spectacle. Euh, une, euh, un match de sport, là aussi on retrouve un petit parallèle avec l'art, pour moi c'est un petit peu, regarder un match, c'est un petit peu comme regarder une pièce de théâtre classique. Ça se passe dans un cadre un cadre temporel resserré, dans un lieu, c'est les trois unités de lieu, de temps, etc. et d'action. Pour moi c'est très narratif en fait. Quand je regarde des vidéos de Mahjong, il y a un début, un milieu, une fin. Il y a parfois, quand c'est des vidéos de ligue professionnelle, un commentaire qui nous donne, qui essaye de deviner les motivations des joueurs, qui nous donne peut-être un aperçu ou un. C'est pas forcément un aperçu objectif, qui essaye de deviner la psychologie des joueurs, leur motivation, etc. Quand on parle de motivation, c'est ce dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, bah ça c'est exactement ça que met en scène un film. Un film ou une pièce de théâtre, c'est des personnages, qu'est-ce qui les anime et comment est-ce qu'ils vont interagir. Donc pour moi, il y a aussi cet aspect-là dans le sport. Et, bah, vous l'avez, je pense, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, hein, tout ce qui est de partager des vidéos, ce genre de choses. Donc voilà, c'est un peu les 5 aspects, c'est pas exclusif, hein, c'est les 5 aspects que j'ai euh, dégagés. Je vais vous les poster du coup dans le chat. Et, et voilà, je vous propose de parler de tout ça. Donc moi, vous me connaissez, j'ai tendance à beaucoup parler et j'ai plein de trucs que j'aimerais vous dire. Donc si on n'arrive pas à lancer la conversation, de toute façon, je pourrais vous donner des trucs. Mais là déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'inspire quelque chose, qui a envie de prendre un des sujets ou de réagir sur, partir dans une direction, une première direction? Moi, j'aime beaucoup tout l'aspect entraînement là, au Mahjong, là, comme tel. Là. Je trouve que faire des pratiques en tournoi, je trouve que j'apprends toujours beaucoup là, dans toutes sortes de contextes. Puis c'est vrai en ladder ou en personne aussi, mais je pense que c'est encore plus en tournoi. Là. Puis je pense que c'est vraiment euh, d'un point de vue entraînement, les tournois, c'est excellent parce que ça nous permet justement de franchir des grosses milestones rapidement parce qu'on est confronté à plusieurs joueurs très forts aussi. Je sais pas si s'il y a du monde qui veut donner leur grain de sel là-dessus, là, leur point de vue. L'impact du tournoi, pour moi, était énorme en fait. La pression et le compétitive m'a totalement déstabilisé. Et c'était un véritable expérience personnelle qui allait bien au-delà de ma performance locale. C'était de m'apercevoir que ce que je pensais avoir dépassé quand j'étais tout jeune, c'était pas le cas. Et que du coup, le simple fait de sortir de mon espace de confort et d'arriver dans un autre pays avec de nouvelles pratiques, de nouvelles langues, me déstabilisait profondément. Et que c'était un véritable dépassement, en fait, dans la pratique du Mahjong, qui dépassait bien mes compétences au Mahjong. C'était réussir à me confronter à vraiment un contexte agressif. Et le dépasser et avancer personnellement dans ce contexte-là était une véritable expérience personnelle. C'est intéressant, tu parles aussi, Angelo, là, directement du contexte dans lequel le tournoi se déroule. Donc ça peut être un autre pays ou en tout cas une autre ville, c'est très souvent une autre langue, parce que même quand on joue en France, en général la langue enfin en France pour les Français, mais
N'importe où, en fait, la langue du tournoi n'est pas forcément la langue locale, mais très souvent une langue commune, justement pour que d'autres puissent participer, donc qui devient de fait l'anglais. Euh, Là, par rapport à ce que tu dis, moi j'avais eu, sur des tournois internationaux, c'est quelque chose qui, ouais, on gère aussi la fatigue du voyage, éventuellement le décalage horaire, etc. Et moi, j'ai vraiment ressenti ce genre de tournoi dans l'aspect dont je parlais, qui est unité de temps, etc., comme des moments à part. Par rapport aussi au dépassement de soi, tout le côté tournoi, notamment tournois internationaux. Moi, c'est vrai qu'il y a une chose qui m'a marqué. Pendant mes premiers tournois, en fait, mon but c'était de réussir à pas embêter tout le monde, à pas faire de chombo, etc. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait mes premiers tournois comme ça et ça s'est bien passé. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup moins une montagne que ce qu'on a l'impression que c'est quand on l'a pas encore fait. Et mon premier tournoi que j'ai fait en Angleterre, donc hors de France, ça m'a vraiment marqué parce que du coup, puisque tout le monde parlait anglais, c'est tout bête, mais ça nous fait penser autrement aussi parce que du coup, enfin, pour moi en tout cas, ça fait ça. J'avais tendance à penser en anglais plutôt que de penser en français, puis traduire, etc. Et mine de rien, ça change aussi notre schéma de pensée dans le jeu. Et je me suis rendu compte que il y avait pas mal de pensées que j'avais en français quand je faisais des tournois en France que j'ai pas eu pendant ce tournoi-là parce que j'avais pas assez de vocabulaire et d'habitude en fait de me dire ça en anglais. Et donc du coup, dans ce cadre-là, moi, ça m'avait permis d'avoir une meilleure performance parce que je critiquais moins mes choix en fait. J'avais plus, je me faisais moins parasiter par moi-même. Et c'est vrai que dans l'aspect de dépassement de soi. Il y a vraiment ça, le côté du contexte et la compétition qui change des choses de ce point de vue-là. Dans la catégorie du dépassement de soi, qui est particulièrement palpable en tournoi, mais c'est aussi l'endurance que ça demande, parce que quand on joue en jeu social au club, on fait une partie, 2 parties, 3 parties. Et puis quand on est en tournoi, on a, comme le disait Simon, la fatigue du voyage, comme le disait Isa, la langue aussi qui peut changer, qui vient perturber la façon dont on pense, on a la fatigue qui s'accumule. Et en fait, on se rend compte qu'au bout de la 5e partie, enfin moi du moins c'est mon expérience personnelle, au bout de la 5e partie, on a mal au crâne, on sait plus jouer du tout. Ça va affecter toute notre stratégie, notre façon de jouer. Quand les tournois font plusieurs jours, il faut réussir à se reposer la nuit pour attaquer le lendemain matin. C'est vraiment pas évident. Mais au final, on se rend compte qu'on arrive avec l'expérience et la pratique à se pousser dans ces retranchements-là, à y arriver petit à petit, à tenir toutes les parties du tournoi, même si elles ont lieu de 10h à 1h du matin. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, moi du moins dans mon développement dans le Mahjong, c'était que toutes ces choses qui me paraissaient absolument impossibles au premier abord, et maintenant j'arrivais petit à petit à les faire, hein, à y arriver, et à maintenir ma performance tout du long. Et en ça, je trouve que ça rejoint exactement l'idée de la pratique sportive que tu soulèves dans cette conférence. Là, du coup, par rapport à la gestion de la fatigue, un point que tu soulèves, moi, c'est quelque chose, j'en ai parlé tout à l'heure en disant qu'il y en a qui avaient l'air toujours en pleine forme, alors que moi, c'est ma hantise quand j'ai un événement imprévu de savoir si je vais tenir le choc, entre guillemets. Et je lisais je lis pas mal de trucs sur des joueurs de poker parce que ils ont une pratique qui est beaucoup plus, en tout cas en langue anglaise, enfin en langue anglaise, pas en japonais en tout cas, beaucoup plus documentée que la nôtre. Et il y en a beaucoup qui disaient que une de leurs préparations principales avant un gros tournoi n'était pas une préparation de jeu,
c'est-à-dire qu'ils ne revoyaient pas du jeu, ce genre de choses, mais était vraiment ce qu'on appelle, c'est peut-être un peu impensif, mais ce qu'on appelle l'hygiène de vie, en fait. C'est-à-dire qu'ils s'astreignaient pendant les 2 semaines avant à coucher à des horaires réguliers, à sortir, à marcher, à faire du sport, enfin, chacun selon leur rythme de vie, quoi. Euh, mais ils avaient vraiment une préparation avant le tournoi. Et ça, c'est quelque chose que je lis aussi sur tout ce qui est e-sport. E-sport, les joueurs d'e-sport qui se préparent pas physiquement dans un sens de préparation physique où on s'étirerait, etc. Euh, mais on se prépare au tournoi, quoi, ou à la compétition, ou à l'événement en tout cas. Après, je sais pas si vous avez d'autres exemples de ça, soit que ce soit personnel ou des choses que vous avez lues de façon de se préparer, ou peut-être sur le long terme aussi, comment est-ce qu'on maintient une forme, en fait. Alors moi, j'ai pas vraiment d'exemple de préparation sur le long terme, euh, ni de préparation a priori, mais je sais que en tant que joueur relativement nouveau dans les tournois de Richie, j'ai vite découvert en effet toute cette problématique de dépassement de soi et de contraintes physiques qu'impose un tournoi sur place de Mahjong. Et je me suis rendu compte de certaines astuces que je pouvais quand même mettre en place pour contourner cette limite de 4 ou 5 unchains que j'avais au début avant que mon cerveau ne s'éteigne complètement et que je sois incapable de jouer. Et cette limite était principalement liée au constat que ma fatigue physique était quand même corrélée à mon confort et au fait que je me considère pas chez moi et dans un environnement hostile. Et les petites techniques que j'ai mises en place sont avérées, en tout cas pour moi, assez fructueuses. Par exemple, d'emmener ses chaussons au tournoi, des choses comme ça, qui font que, au final, je me sens un peu plus chez moi. Je me sens dans un environnement un peu plus accueillant, un peu plus relaxé. Et au final, alors peut-être que c'est juste pour moi, mais je me crispe beaucoup moins. Et la fatigue physique s'accumule beaucoup moins vite. Et je suis capable d'encaisser plus de parties sans pour autant avoir fait, comme vous en parlez juste avant, de préparation au préalable, avoir une hygiène de vie qui change et qui s'améliore un peu juste avant le tournoi, des choses comme ça. Donc voilà, c'est des petites astuces que j'ai découvert qui m'aident beaucoup en tout cas pour avoir cette résilience pendant le tournoi. Message sur le chat sur le problème, c'est la grosse fatigue au retour au travail. Et ça, je me retrouve là-dedans. Et ça, justement, c'est quelque chose qui m'handicape pendant le tournoi parce que je me dis, oh là là, demain, est-ce que ça va bien se passer, tu vois? Ouais, Quelqu'un se repasser un vocal. puis c'est vrai que c'est quand même un point qui peut être parfois fait un peu stressant, là. Je trouve que pendant le tournoi comme tel, c'est pas. Oui, je vais avoir peut-être une petite fatigue accumulée, mais ça va pas forcément descendre ma concentration tant que ça, là. Enfin, j'ai fait plusieurs tournois au fil des ans, fait que je pense que c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé quand même un peu, là, que ça s'est amélioré depuis mes premiers tournois, là, donc je suis capable de garder le focus là, quand même. Mais c'est vraiment au retour au travail qu'on se dit ah shit, j'aurais peut-être dû dormir mieux dans les dernières semaines ou faire un peu plus attention. Là, mais c'est vrai, ça fait partie de la game là. Puis je trouve ça intéressant comme point à amener. Là. Ça peut vraiment me donner des meilleures pistes pour mes prochains tournois. Comment je me prépare, que je devrais changer comme surtout en termes d'hygiène de vie. Là, je pense que ça peut être cool, puis je vais prendre des notes, c'est ça. Là. Eh ben, ça pourrait être aussi une voie pour les organisateurs. C'est-à-dire que, par exemple, c'est la première fois, je crois, que le World a été organisé par l'EMA, en France en tout cas, et c'est aussi, je crois, la première fois
qu'on a des Français sur le podium. Et je pense que c'est vraiment très lié. Que la performance, même à haut niveau, est directement issue du pays organisé. Et c'est pour toutes ces choses-là. Et la manière d'organiser les tournois peut être... comment faire en sorte que les joueurs, quel que soit leur pays, arrivent et se chantent chez eux. Et on aurait là réussir à discerner véritablement la performance individuelle si l'organisateur arrivait à créer un espace où, quel que soit ton pays, tu te sens chez toi. Par rapport à ce qui peut être fait pour l'organisation, au-delà aussi du fait de se sentir chez soi, c'est d'avoir des conditions qui sont confortables en fait. Je pense notamment à la nourriture, à l'eau et à l'accès aux toilettes. Par exemple, si entre deux Hanshan, on ne sait pas si on aura le temps de passer aux toilettes parce qu'il y a qu'une cabine pour tout le monde, ça veut dire aussi sans doute que les joueurs vont être moins s'hydrater, donc être moins en forme. Pareil pour la nourriture, si c'est des plats qui sont pas très bons, qui font un peu mal au ventre, du coup les gens ils seront moins concentrés après. Donc c'est vrai que clairement les conditions d'organisation des tournois, ça change des choses pour tous les joueurs. Et puis évidemment le lieu, oui, ça change s'il y a un déplacement ou pas, ça change des choses. On peut aussi ajouter à ça les conditions de la salle elle-même. Est-ce que on a assez de place? Est-ce qu'on n'a pas trop chaud? Est-ce que l'isolation sonore est bien faite ou pas? Je ne sais pas si vous avez déjà étudié la différence entre le niveau de son entre différentes tables et différents arrangements de tables dans une salle. Et en fait, on arrive à des différences qui font que, effectivement, dans une condition, on va avoir un bruit de tuile qui va être étouffé et du coup beaucoup plus agréable, et c'est déjà beaucoup plus facile de gérer sa fatigue aussi sur le long terme des différentes parties du tournoi. Et ça aussi, ça joue beaucoup sur, oui, comme je disais, sur la fatigue qu'on engrange. Par rapport à ça, il y a un truc Oui, c'est sûr. intéressant. J'avais pas eu la chance d'être là au premier mondial à Puteaux, mais je me souviens avoir le truc qui ressortait de tous les blogs, etc. C'est tout le monde disait mais qu'est-ce qu'on a eu chaud. C'était en plein été et il n'y avait pas la clim. En France, on a très peu la clim, alors que c'était une salle qui contenait. Je sais pas si quelqu'un, je crois peut-être que quelqu'un était présent, mais je me souviens c'était unanime quoi. Avant de parler de Mahjong, la première chose que tout le monde disait c'était il faisait trop chaud. Et alors par contre à l'inverse, à Las Vegas en 2017, le premier jour, je crois que tout le monde a dit en sortant de la première partie, il fait trop froid. Je sais pas si quelqu'un était là à Paris ou en 2014. Il y a Grant qui était là, entre autres. Là. Je sais pas si. Peut-être qu'il il peut partager un peu ça. Il dit que il faisait 43 à Londres, c'est quelque chose. Hein. Oui, c'est ça. Plutôt 43 à l'ombre. C'est sûr, il y avait un gros afficheur que tu pouvais voir de la salle de jeu, qui était à peu près à 300-400 mètres, qui disait comme 46 et plus. Il y en a dit le soleil est sur le capteur. C'est comme OK. Mais même s'il est capable de se rendre à 46, c'est déjà problématique en soi. Il y avait des plafonds tellement élevés, il faisait quoi, 15, presque 20 mètres de haut. C'était à cause de ça, il n'y avait pas de clim. Puis, c'était au point là, que des pros japonais étaient sur le point de s'écrouler. Là. C'était pas drôle. Vegas, c'était la même pointe de température. Ça se rendait à un 40-41 Celsius, mais sec. Puis à l'intérieur, il y avait une clim qui faisait tout descendre à genre 22,5, même moins. Et il y avait bien des Européens qui n'étaient pas confortables à ces températures-là non plus. Pas pour les viser ou rien, juste pour dire qu'il y en a certains qui auraient voulu 26, 28 même, parce qu'ils s'attendaient à un climat d'été. Ok. Ouais, comme tu dis, c'est dur de satisfaire tout le monde. La clim, c'est un truc en plus qu'il y a à chaque fois. À chaque tournoi, il y a quelqu'un qui demande à ce que ce soit
un peu trop petit, un peu plus, un peu moins, et ça change à chaque partie. Il y en a même qui n'hésitent pas à appeler l'arbitre pour ça. Mais bon, ça c'est encore un autre, on va peut-être pas rentrer là-dedans. Mais ouais, effectivement, il y a l'environnement joue énormément. Je reviens un petit peu sur ce dont on parlait aussi de l'accueil en lui-même. Quelque chose que j'avais énormément apprécié à Vegas, c'était de jouer dans l'hôtel en fait. Alors, le corollaire, c'est que du coup, le tournoi était très cher. Et ça, c'est aussi un problème. Mais une fois qu'on y était en tant que participant, c'était vraiment extrêmement confortable. Il n'y avait pas de fatigue, il n'y avait pas besoin de prendre le métro le matin. On pouvait sortir de notre chambre pour aller manger. En plus, on était avec tous les autres joueurs. Donc là, le côté justement social, d'échange, etc., qui me plaît particulièrement, il était particulièrement présent parce que personne n'avait, ou très peu de monde en tout cas, avait à repartir le soir ou à arriver tôt le matin. On pouvait, si on voulait, vraiment avoir du jeu social le soir. Il y avait un bar qui n'était pas dans la salle principale, mais un bar le soir où on pouvait se retrouver pour jouer. Et là, de cet aspect-là, c'était vraiment un environnement qui, en dehors de la compétition elle-même, et là justement, j'élargis un petit peu sur ce dont je parlais, qui était tout ce qui se passe autour du jeu lui-même, qui était vraiment propice à ce qu'on se rende compte, à ce qu'on échange des trucs, qu'on apprenne tout simplement en discutant avec des joueurs. Et ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié. Après, je sais pas si d'autres, par exemple, si j'ai pas eu la chance d'aller à un ERMC ou ce genre de choses, je sais pas s'il y avait des choses de ce type. Je sais qu'au dernier championnat du monde de MCR, donc en France, ils ont proposé du jeu social à côté du tournoi. Après, c'était pas une infrastructure qui est aussi facile que ça a pu l'être peut-être pour Las Vegas, où effectivement il y avait un bar et tout ce qu'il faut à côté en fait, pour que les gens puissent se retrouver. C'était pas aussi facile que ça pour le VMC. Mais l'accueil, c'est toujours quelque chose qui est effectivement très important pour les tournois parce que c'est là où les joueurs se retrouvent. Moi, ça m'a permis de découvrir beaucoup de joueurs européens et l'air de rien, petit à petit, c'est plus tant une compétition sportive qu'aussi une réunion entre personnes qu'on apprécie généralement et ça fait du tournoi un environnement extrêmement riche et extrêmement intéressant, de mon opinion. Je sais pas si vous avez ce même vécu, cette sensation de réunion, en fait, pour les tournois. Oui, et ce serait vraiment une voie à approfondir, je pense. On peut véritablement construire un espace à l'extérieur du tournoi pour permettre la création d'une communauté qui ensuite se confronte. Mais à travers, je sais pas si vous connaissez le Stunfest, c'est un regroupement de joueurs de 10 sports et c'est du jeu vidéo, donc c'était considéré à l'époque. Donc quand ça a commencé, on était une trentaine de jeunes boutonneux au fin fond d'un sous-sol à faire du Street Fighter. Et c'est devenu un des plus grands festivals en 10 ans d'e-sport, avec de nombreuses communautés qui ont généré différentes normes, différentes façons de se rencontrer autour de leur pratique favorite, qui était le jeu vidéo, et qui était donc pas encore normatisé. Et du coup, c'est exactement ce qu'on peut créer, et il y en a qui l'ont fait bien avant nous, j'imagine au Japon et ailleurs. Mais générer des espaces culturels et sociaux en amont du festival qui permettent de briser la glace et de favoriser une bonne entente durant le tournoi, je pense que c'est vraiment une voie à poursuivre. Je sais pas s'il y a d'autres des réactions,
des envies de particulières par rapport à ce sujet particulier? Enfin, Ben, moi, j'aime beaucoup tout l'aspect communautaire qu'on a dans la communauté, là. Ça fait drôle dit de même, là. Mais non, je trouve que c'est. On est à un point où est-ce qu'on peut. Surtout en tournoi, je trouve que ça aide beaucoup à tisser des liens entre les différents clubs. Puis ça, c'est quelque chose que j'encourage tout le temps, là. Le plus qu'on peut voyager à des tournois, le plus qu'on rencontre du monde. Puis on fait genre ah ben ouais, il y a un club dans telle ville, c'est cool. Puis on se rend compte. Ça fait vraiment comme un petit peu des lieux d'échange comme tel, là. Puis je trouve que ça apporte à la richesse de la communauté de Mahjong aussi. Puis finalement comment dire, on est quand même tissé serré aussi. Puis ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Puis je pense que ça fait c'est une de nos forces en fait en tant que communauté, là. Puis je pense que dans l'ensemble, ça nous permet de tous être capables justement de faire ce petit step-là pour en étant réunis comme ça nous permet de nous améliorer, de devenir meilleurs dans notre jeu, mais aussi en même temps de pouvoir rencontrer d'autres mondes, puis discuter. Puis finalement, on finit par devenir amis, là, comme tel, là, aussi. Après, donc, ça c'est une grande richesse qu'on a, là. Et je peux que te rejoindre là-dessus, Bonnard. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment le moteur fondamental, en tout cas, de la naissance de l'ATT et de même de la pratique et de l'association. C'était véritablement ça. C'était véritablement, à travers le Mahjong, une découverte d'une multitude de personnes et de diversité d'expression. Et à travers notre espace, on a un espace libre à normaliser ensemble. Et on peut véritablement créer autre chose que du poker, autre chose que des montagnes d'argent avec des bimbos qui se trépignent. Parce que c'est un espace qui est partagé, profondément ancré dans les cultures chinoises et japonaises également depuis 70 ans, et que la pratique sportive internationale est en pleine expansion et n'est pas encore accaparée par un système monétaire uniquement. Donc on peut véritablement, si on arrive à créer quelque chose ensemble, au moins survivre à côté. Avec eux, de toute façon, tout ce qui sera bénéfique pour le Mahjong sera bénéfique pour les deux parties. Mais on a vraiment un espace à créer ensemble. Et c'est ce que je suis très content en tout cas de ce qui se passe à l'heure actuelle déjà. Et j'espère que ça va continuer. Puis effectivement, on espère. Vas-y. Ah, ok. Non, c'est ça, ben j'apprécie beaucoup justement cet espace-là qu'on crée comme tel. Moi, c'est sûr, étant au Canada, là, ça me faisait un peu loin. Quand je voyais des nouvelles pour ATT, je me disais, ah merde, c'est loin, pour un week-end, je me vois pas comme prendre l'avion, aller à Partenay comme tel, là, mais j'apprécie vraiment beaucoup de pouvoir discuter aujourd'hui avec vous autres, puis que ça puisse se passer tous ensemble, là. Malgré le fait que c'est toujours plus le fun en personne, mais ouais, non, c'est bien. Puis ça m'avait. Genre, un des petits trucs que je m'étais dit que je voulais faire un jour, c'était de faire un petit peu un ATT au Québec. Je pense qu'on n'a peut-être pas encore la masse critique, nous, de notre côté, là. On est quand même. On a une communauté plus petite que ce qu'on trouve en France, mais définitivement un jour j'aimerais ça qu'on ait peut-être un équivalent de notre côté de l'Atlantique aussi, là, donc à suivre. À fusionner les... Ouais, on tombe vraiment dans ce que ce dont je parlais quand je disais que c'était aussi un lieu de rencontre, etc., que c'était quelque chose qui, une fois qu'on n'était pas activement dans le jeu, que c'était quelque chose qui ne nous quittait pas, en fait, qu'on vivait avec le Mahjong en dehors de la table de jeu elle-même.
et que c'est quelque chose qui après devenait constitutif de nous, en fait, de notre identité. C'est pas forcément quelque chose qui nous définit, mais c'est quelque chose qui fait partie de nous, quoi. Et là-dessus, ça c'est très intéressant sur le quotidien de Mahjong. C'est quelque chose où moi je trouve que ce que j'ai appris en jouant au Mahjong, c'est quelque chose que je mets en pratique dans la vie de tous les jours, en fait. Tout ce qui est prise de décision, on parlait tout à l'heure de la prise de décision, en fait c'est de la gestion de risque en définitive, traitement de l'information, etc. Que ce soit professionnellement, que ce soit personnellement, pour je sais pas, savoir si je dois acheter un nouveau quelque chose ou autre, je me rends compte que les mécanismes mentaux que j'ai pas appris, mais sur lesquels je me suis entraîné dans le Mahjong, sans que je le sache, ça m'apporte des tas de choses en dehors du Mahjong. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est vraiment ce à quoi je faisais référence aussi dans la pratique sportive, qui n'est pas seulement l'aspect compétitif de se retrouver, etc., mais nous, en tant qu'individus, d'apprendre des choses, ou en tout cas que ça nous apporte quelque chose. Je ne sais pas si, Jérémy a l'air de dire pareil pour moi. Donc, je ne sais pas si toi aussi, des fois, tu essaies de te mettre dans la peau d'un joueur de Mahjong quand tu as une décision, ou si d'autres ont ce genre de choses. Mais moi, clairement, c'est quelque chose qui a un impact une fois le jeu terminé. Hein. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Même dans l'absolu, disons que le fait d'avoir une pratique compétitive et d'essayer de se déplacer nécessite de reconnaître certaines des limites et de les repousser. Donc, d'une part, il y a les biais cognitifs et comment gérer certaines décisions compliquées. Et de la même manière, je mettrais sur le même plan une question d'ordre plus physique, dont il a été question plus tôt. Et voilà, la question de prise de risque qui est quelque chose de difficile. Il y a plein de situations extrêmes qui sont embarrassantes dans le jeu, on ne sait pas trop comment faire. Et les solutions qu'on trouve pour en tout cas faire face à ce genre de situation, les outils qu'on développe pour faire face à ce genre de situation, peuvent être utilisés dans la vie réelle. Et donc, et c'est pas, je pense que c'est quelque chose qui s'applique tout à fait au poker. J'ai écouté quelques podcasts à ce sujet. Apprendre à faire face à ce genre de situation, une compétence qui est utile en règle générale. Et c'est peut-être quelque chose de personnel, mais la manière dont j'approche le Mahjong, c'est un jeu de comparaison. Essayer de trouver tous les critères de comparaison entre les différents choix. Et c'est quelque chose que ça a plus un caractère de jeu, mais c'est quelque chose que je retrouve que j'essaie d'appliquer. Je trouve amusant d'appliquer dans la vie quotidienne, personnellement. Moi, je vous rejoins complètement, comme Angel et Bonarc sur le chat, dans le fait que le Mahjong, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté, qui a contribué à la personne que je suis devenue, en fait, à travers sa pratique. Typiquement, comme vous le dites, l'analyse des situations, l'analyse du risque, et surtout pour moi, la gestion du stress, qui a toujours été horrible pour moi. Jamais j'ai su gérer du stress, et depuis que je fais du Mahjong, petit à petit, j'ai appris à travailler avec. Et maintenant, ça m'aide tous les jours dans toutes mes situations sociales, professionnelles. C'est vraiment quelque chose que j'ai réussi à développer grâce au Mahjong. Alors ça fait super cliché, le sport, école de la vie, tout ça, David Douillet. Mais au final, c'est ce qui se passe et c'est vrai. Et je trouve vraiment qu'il y a un développement de la personne, un développement de l'esprit qui se fait à travers la pratique du Mahjong, qui est une richesse fantastique. Par rapport à ce que tu dis, ouais, sur le fait que ce soit un petit peu galvaudé, en fait, de dire que c'est une école de la vie, etc., c'est vrai que la formulation, c'est dur de ne pas réutiliser des trucs qu'on entend partout. Mais en dehors de la forme elle-même, moi, c'est quelque chose sur le fond où en fait, ça correspond très bien. Et la raison pour laquelle, en France en tout cas, mais j'imagine dans beaucoup de pays aussi, tout ce qui est trucs socio-culturels, etc., sont très encouragés. On peut avoir des lieux, etc. C'est pour ça, c'est pour l'impact que ça a, justement. Ça peut être des outils de construction, de séparation. Moi, je pense justement
pas un exemple personnel, mais il y a un joueur de Mahjong, un joueur à qui je pense en particulier, pour qui le Mahjong, ça a vraiment été l'occasion de dépasser une timidité maladive, en fait. C'est une personne qui était incapable de parler à quelqu'un qu'il ne connaissait pas, en dehors du cercle familial ou des amis très proches, et que ça handicapait vraiment énormément dans la vie. Et du fait de façon complètement indirecte, en fait, mais du fait d'avoir cette pratique-là, c'est quelque chose qui a été capable de dépasser complètement, quoi. Donc par rapport à ce que tu disais, Astrid, la gestion du stress, moi, pour moi, la gestion du stress, d'une manière générale, n'a jamais été un problème. Par contre, la gestion du risque, ouais, ça a été quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à dépasser. Et ça, de ce point de vue-là, bah ouais, d'accepter que le risque, ça fait partie. On ne sait pas, mais on essaye de mettre les choses de notre côté. Ben, ça m'a énormément apporté, ouais. Moi, j'ai pas forcément ça encore, pour l'instant parce que, bah, ça fait qu'une semaine que je joue au Mahjong. Mais pour en revenir à la comparaison entre le Mahjong et le sport, je vois, vous parliez, bah, de l'impact, on va dire, du Mahjong sur votre vie personnelle. Moi, j'ai un peu ça parce que je fais un peu de basket et tout et ça m'aide à avoir, par exemple, une vision globale des choses. Quand, par exemple, je suis sur le terrain et ben, faut que j'arrive à voir plus large que juste, ce qui se passe là et avoir une vision plus globale et ça m'aide aussi, dans ma vie personnelle pour savoir, bah, comment enfin, pas me focaliser sur un problème ou quoi que ce soit, c'est voir plus grand et j'imagine que, bah, c'est pareil pour, vous, le mahjong, comme vous dites, bah, ça vous apporte, vachement personnellement, par rapport au truc, quoi. C'est intéressant que tu élargisses ça à d'autres sports ou d'autres pratiques sportives, en tout cas. En fait, ça me fait penser là, quand tu décris comment ça se passe sur le terrain et d'un point de vue cognitif, en fait, que tu dis je suis obligé de prendre en compte mon environnement global, etc. Euh, un truc que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et je suis pas expert, hein, donc je vous le redis comme ça. Voilà, c'est un truc en biologie, un article qui expliquait que euh, tous les mammifères jouent, c'est une particularité de certains, en tout cas au moins des mammifères jouent énormément, et que le jeu, c'est pas consciemment en tout cas, mais d'un point de vue évolutionnaire, euh, le jeu, c'est une manière d'apprendre. Donc, apprendre à chasser, apprendre à grimper aux arbres, etc. Ça, c'est d'un point de vue purement évolutionniste, hein. Mais en fait, nous, on s'appuie là-dessus, sur le jeu, et je pense que ça fait appel à des instincts, des choses dont on a besoin, en fait, de pratiquer ça. Et quand on dit que le jeu est pour les enfants, enfin, nous, on ne le dit pas, évidemment, parce qu'on passe notre temps à jouer, mais quand on entend ça, en fait, c'est extrêmement réducteur, je pense. Il y a beaucoup plus à voir que ça. Et bah ouais, ce que tu demandes, Jérémy, dans le chat, la différence entre le jeu et le sport, et même entre d'autres activités dont tu parlais, des activités artistiques, pour moi, c'est une différence qui est peut-être plus thématique que essentielle. C'est pas une différence d'essence, c'est peut-être plusieurs incarnations d'une même chose, d'un même besoin de faire des choses, d'interagir. Je me suis muté sans faire exprès, mais j'avais à peu près terminé. Je sais pas si si du coup ça fait penser quelque chose à quelqu'un ou quoi. Pour rebondir là-dessus, pour rebondir là-dessus, je vais pas beaucoup répéter ce que tu as dit, mais moi je considère beaucoup les jeux comme, enfin je considère, non ça c'est pas de moi d'ailleurs, c'est des choses que j'ai lues ou entendues, mais voir les jeux comme une sorte de modèle. En gros, c'est un environnement précis avec des règles définies, et, beaucoup plus simple que la vie réelle, et dans lequel les échecs, ou enfin perdre ou quoi que ce soit d'autre, n'a pas de conséquences en dehors de ce cadre précis. Donc c'est un environnement dans lequel on peut expérimenter à moindre risque, on va dire. Et on peut répéter, on peut reconstruire la même situation et essayer d'autres choses et discuter
avec des facteurs précis. Donc, de ce point de vue-là, la pratique du jeu permet donc de développer des compétences et pour se confronter à des situations qui, bien entendu, des parallèles dans la vie réelle. Donc, je pense que le jeu, c'est pas quelque chose de considéré à quelque chose comme un truc pour passer du temps ou un loisir, mais ça te permet vraiment d'apprendre, d'acquérir des compétences, de tester. Et tout à fait, et c'est aussi là-dessus qu'on va essayer de jouer d'ici peu, j'espère, quand le comité de la Fédé reviendra. C'est de proposer proposer que notre pratique soit reconnue comme étant un développement cognitif. Et donc c'est déjà utilisé pour les vieilles personnes, et c'est souvent le cas, qui viennent s'entretenir dans leur pratique, également comme lien social au niveau local, pour la création de clubs et la gestion des personnes et au niveau interculturel et intergénérationnel pour se rencontrer, etc. Donc notre dossier est en cours, et potentiellement, parce que le Mahjong a véritablement des impacts immédiats et c'est constaté comme de nombreuses pratiques sportives intellectuelles. Et donc j'espère qu'on va récupérer ce statut au niveau de l'État d'ici quelques mois, le temps que ça se remette en place. Mais il y avait déjà un dossier qui avait été mis en cours, et on aura sans doute ce statut-là bientôt, parce que le côté sport de l'esprit pur, c'est-à-dire il y a un élément hasardeux qui est au cœur de notre pratique, qui fait qu'on a des difficultés. La Mille s'en était emparée. Donc là, pour ceux qui le connaissent, c'était une vision duplicate du Mahjong qui essayait d'enlever le côté hasardeux de notre pratique afin d'acquérir le statut sport de l'esprit, de e-sport véritablement, et les subventions qui vont avec. Et le dossier du coup qui sera en cours, ce sera justement reconnaître le statut du Mahjong comme étant un support de développement cognitif pour les jeunes et pour les plus vieux, qui, j'espère, nous permettra de développer notre pratique de notre côté. C'est intéressant que tu parles de la pratique pour les, comme on dit dans l'espace public, pour les personnes âgées. C'est quelque chose qui se fait un petit peu, mais de plus en plus au Japon, justement, et je pense pour le coup beaucoup plus en Chine, où au Japon, le Mahjong, c'est dans la très très grande majorité un jeu d'argent, hein. Mais il y a des lieux de Mahjong qui sont sans argent, justement, et en particulier à destination des personnes âgées. Et ce qui... Alors encore une fois, comme dit Jérémy, j'ai pas les compétences pour juger sur des études scientifiques, mais en revanche, je peux en voir au moins les considérer comme des pistes. Quelque chose qui était mentionné et que je trouve très intéressant, c'est le fait que Mahjong, j'ai bien dit en introduction que c'était pas une activité physique, mais il y a quand même un mouvement qui est relativement prononcé par rapport à d'autres jeux de l'esprit. Le simple fait d'avoir une table relativement grande et d'avoir besoin de tendre le bras pour piocher. Ces études suggéraient qu'en fait, ça faisait des liens entre l'activité mentale au moment où on joue et l'activité motrice. Bon, pas quand on joue en ligne, en tout cas. Et que dans ces cas-là, justement, les cas de personnes âgées qui peuvent avoir des problèmes de dégénérescence, etc., c'était extrêmement efficace, justement, pour entretenir tous ces processus, en fait. Alors, je le dis en des termes qui sont sûrement pas bons, qui sont sûrement pas pertinents d'un point de vue scientifique, mais pour retarder le vieillissement, en fait, ou pour entretenir, en tout cas, la santé, quoi. Pour continuer dans l'aspect développement nerveux et la relation entre l'activité motrice et l'activité de réflexion, c'est aussi quelque chose qui explique pourquoi est-ce qu'on revient doucement vers dans certains milieux spéciaux, vers les bouliers pour l'apprentissage du calcul mental chez les enfants. Et ils ont montré qu'en fait, les enfants qui avaient appris à calculer avec un boulier étaient beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides. Et ils avaient cette association entre le mouvement et la capacité de calcul. Donc ça rejoint un peu le même thème. Et c'est assez impressionnant à voir. Je sais qu'il y a eu des études et des documentaires là-dessus, si ça vous intéresse. Mais donc effectivement, on retrouve le lien, le mouvement
avec le développement neuronal. Déjà, parce que pour moi, le boulet, c'est un grand mystère. Mais ça, je trouve c'est très intéressant et c'est un peu idiot de dire que je trouve pas ça surprenant parce que je m'étais pas vraiment posé la question jusque-là. Mais je pense effectivement que c'est quelque chose que je vais peut-être aller regarder un petit peu et voir si ce qui existe là-dessus peut s'appliquer ou en tout cas nous donner des idées sur le Mahjong. Oui, je pense que Boulier, c'est Abac, effectivement. Je lis juste le commentaire en chat. C'est peut-être juste une différence linguistique, mais je crois que c'est la même chose. Oui, c'est des synonymes. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur la séparation qu'on fait entre l'activité mentale et l'activité physique, alors qu'en réalité les deux sont assez reliés en fait. Carrément. Je sais pas s'il y a d'autres. J'ai l'impression que le rythme baisse un petit peu sur ce sujet précis. Je sais pas s'il y a d'autres choses à dire ou autres par rapport à ça en particulier. Revenir sur l'espace ludique, qui remet refaire un pont vers ce qu'on avait explicité. C'était vraiment comment ça s'appelle, pardon. Je cherche le mot. C'est devenu une pratique professionnelle avec des joueurs et une formation reconnue par l'État. Des personnes qui c'est pas bibliothécaire, mais c'est du jeu en bibliothèque proposé aux enfants et aux anciennes personnes, et une formation reconnue scientifiquement et un diplôme à la clé, où il y a véritablement du coup une reconnaissance maintenant, et qui va de pair avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un développement du pratique du jeu dans sa globalité, avec notre génération. Donc quand je dis notre génération, c'est 25-40 ans, où il y a vraiment... on est né avec des manettes dans les mains, avec le développement Internet, avec le... Bref, quand je suis arrivé, moi, Internet n'existait pas. Et c'est arrivé petit à petit. J'avais la cassette. J'avais pas de CD, tout s'est développé, tout s'est véritablement explosé, et la pratique du jeu en tant que tel a complètement changé de nature en 15 ans. Et comme Internet, c'était un espace qui était pas légiféré, et que on a récupéré, nous, en tant que génération, et avec un endroit où on peut véritablement s'exprimer, où il n'y a pas de passé vers lequel on peut se tourner, une tradition vers laquelle on pourrait... eux, ils ont fait ça avant, ils ont testé ça avant. Non, on doit tout reprendre et tout faire ensemble pour... et l'espace concret, avec ATT, et bien d'autres pratiques ailleurs, mais par exemple le Stunfest ou le poker, c'est vraiment propre à notre génération. Et Internet, pour finir sur vraiment Internet. L'endroit où on peut véritablement exprimer la spécificité de notre génération et notre capacité à créer et à légiférer un univers et une société des normes et avoir un impact politique. Et c'était vraiment Internet. Et c'est la spécificité de notre génération et notre capacité à innover et à j'espère, pas déprimer, vu le contexte global. Donc voilà, tout cet espace ludique là, c'était un espace libre de droit, où on était en capacité, en tant que jeunes, de créer un nouveau monde. Super. Ben ouais, c'est intéressant d'avoir ton. Je pense qu'on a le même, on a pas une grande différence d'âge, Angelo. Mais il y a beaucoup de joueurs de Mahjong d'âge différents en fait, même si on est peut-être le cœur du de la pratique. Et c'est intéressant justement ouais, de comparer ça. D'autres réactions sur des envies de discuter sur ce sujet particulier-là, de comment est-ce que le Mahjong s'intègre comme dans la vie de tous les jours, etc.
Sinon, comme j'avais la liste des choses qu'on peut, des choses que j'avais un petit peu dégagées, mais il y en a d'autres aussi. Donc le fait qu'il y ait différentes pratiques, que ça puisse être à très haut niveau, comme ça peut être quelque chose qu'on fait comme ça, entre guillemets, pour rigoler. Tout l'aspect coaching, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi. Donc vie personnelle, on en a pas mal parlé, comment le Mahjong interagit avec la vie personnelle. Tout ce qui est valeur, on l'a un petit peu abordé aussi. L'aspect spectaculaire du jeu aussi, comment on se retrouve autour d'un jeu. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a envie de parler d'un sujet en particulier. Si je peux. Pour moi, l'aspect de spectacle, je pense qu'il n'est pas. Enfin, il peut se rattacher à la question des différentes pratiques. Je pense que Mahjong en tant que spectacle à regarder, pas en tant que participant, mais en tant que spectateur, ça fait partie d'une des manières d'apprécier le jeu. Bien entendu, il faut avoir un minimum de familiarité avec les règles, je pense, ou alors des commentaires très clairs. Et donc, différentes pratiques, ça peut être différents niveaux, différents objectifs. Et ça peut être pratiqué en tant que participant, le Mahjong en tant que spectacle à regarder, ou même, ça va faire un parallèle avec la présentation précédente, des situations de jeu précises, des situations, qu'est-ce que vous jouez, c'est quelque chose qui est, pour moi, c'est en parallèle direct avec, je sais pas, dans les magazines, les situations d'échecs. Qu'est-ce que vous faites dans cette situation-là, ou je sais pas, de shogi, ou par exemple, vous avez 3 coups pour mettre en échec, ce genre de choses. Des situations précises sur lesquelles on peut discuter et réfléchir. Et ça peut être une pratique en elle-même, que ce soit connecté ou pas à du jeu construit du jeu construit à l'échelle d'une partie. Ça aussi, ça peut être une pratique, une forme de pratique du Mahjong. Intéressant parce que très souvent, un problème que j'ai moi, c'est le manque de temps d'une manière générale en fait. C'est pas seulement le temps que j'ai littéralement, mais le temps que je peux investir pour quelque chose. Par exemple, il y a des fois où j'ai 1 heure devant moi, mais je suis pas en état de jouer au Mahjong. Je suis trop fatigué, ou je risque d'être interrompu, ou ce genre de choses. Et à chaque fois, je me dis, mais que ça serait bien d'avoir comme tu dis, des problèmes d'échec qu'il y a dans les journaux. Il y a un petit peu ça sur le Discord francophone, ou probablement sur d'autres Discord aussi, mais moi, c'est le format de Discord que j'arrive pas à suivre. En fait, le format de chat, j'ai énormément de mal à avoir assez de présence, etc. Et ça, c'est quelque chose que vraiment j'apprécierais d'avoir. Alors, ça existe aussi en japonais, mais c'est un petit peu plus compliqué. Ça demande beaucoup d'efforts pour le coup pour déchiffrer quand on est déjà de base en mesure de déchiffrer. J'adorerais moi avoir un truc comme ça où je pourrais, quand j'ai 5 minutes, avoir un problème de Mahjong, marquer des trucs et voir soit une réponse, soit l'envoyer à quelqu'un, tu vois, dans une colonne, quelque chose comme ça. Parce que ça me permettrait de jouer au Mahjong, même quand j'ai pas le temps de jouer au Mahjong, en quelque sorte. Personne n'a de ressources par rapport à ça, personne connaît justement où trouver ce genre de choses. J'ai l'impression, du côté francophone, en tout cas, il y a des tentatives de faire des choses de temps en temps. Je sais que, par exemple, sur le site internet de Brest Mahjong, des fois, j'essaie de faire des petits exercices comme ça, mais plutôt à destination des débutants. Mais par contre, après, il y avait Chris qui avait pris la relève et qui avait fait des choses plus à destination des joueurs intermédiaires, on va dire. Mais c'est vrai que oui, c'est quelque chose qui est très peu développé en fait. Et je pense que c'est dû au fait qu'on est encore une petite communauté et que du coup, il faut trouver à la fois les gens intéressés et à la fois les gens qui ont le temps et la motivation et l'énergie de faire ces petites choses-là. Et là, tu parles du site de Brest Mahjong. Il y a une section sur le site de Brest Mahjong où on peut trouver des choses comme ça, du coup? En fait, sur Brest Mahjong, il y avait un système de messages de la semaine où chaque semaine, il y avait un message.
et pour informer des actualités du club. Et dans ces messages-là, il y avait des choses. Après, je crois qu'on avait essayé de regrouper les articles sous une même catégorie d'articles. Donc, je crois qu'en cherchant des catégories, je ne sais plus exactement le nom, mais du style entraînement ou autre, il y a moyen de trouver des choses. Mais après, ça s'est pas fait pendant très longtemps non plus. C'était plutôt une initiative qui avait commencé à être faite. Mais vu qu'il n'y avait pas beaucoup de retours et pas beaucoup de personnes, ça faisait beaucoup d'investissements pour au final avoir que ça profite à pas beaucoup de monde. Alors je rappelle, c'est ça la difficulté. Vas-y Angelo, ouais. C'est quelque chose qui va, j'espère, être mis en place et passer à la JE la fois prochaine. Donc le développement de notre communauté va directement passer par ATT à l'heure actuelle, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui veulent prendre en main ce genre d'initiative, c'est le moment. Et ce qui va passer en annexe à la GE la fois prochaine, ce que je proposerai au président, j'espère avoir leur soutien, c'est de donner de l'argent aux personnes qui mettent du temps. Et ils ont leur communauté, et j'espère du coup à travers ATT, pour diffuser donc la chaîne YouTube, et vous, si vous avez le temps et l'envie, en tout cas si vous investissez, que vous arrivez à une certaine hauteur de qualité, et vous serez, j'espère, subventionné par la fédération pour continuer sur le long terme. Et donc j'espère avoir, à travers ATT, développé ce genre de pratique grâce à vous, et que ce sera soutenu par les présidents de club. Je voulais parler de peut-être... Oh. Je voulais parler de peut-être un autre petite initiative. J'ai ce qu'on a, j'ai l'impression qu'en général dans la communauté francophone de Mahjong, on n'a pas tant de médias que ça là, comme tel. Là. J'ai l'impression que ça va venir avec le temps. Là. Un truc que je me suis parti de mon côté, là, c'est pour le fun. Puis Phil, je te vois dans les participants, je t'ai pas oublié. Je me suis parti un petit podcast. S'il y a des gens qui ont eu l'occasion d'écouter des épisodes, c'est cool. Mais je pense que ça permet des petites initiatives comme ça permet de rajouter à la richesse de la communauté. Puis de simplement rajouter un petit peu de contenu. Puis avoir du fun en gang aussi, je pense. Hein, ça fait partie un peu de ça. Là. Donc, je suis content de pouvoir ajouter ma petite touche quand que je peux aussi. Là. Si jamais vous avez des idées pour des trucs de votre côté, n'hésitez pas aussi. Là. Ben, pas forcément lié à mon podcast, mais lié à des contenus que vous aimeriez faire, que vous avez dans l'idée. Puis je pense que ça. Si on peut rajouter des contenus comme ça pour la communauté, c'est toujours bien. Hein? Oh, merci pour le partage, Jérémy. Oui, effectivement, donc... Donc le lien de Jérémy, c'est le... Ok, super, tu as modifié ton explication. Je l'avais pas en tête, mais du coup, je vais la suivre. C'est une bonne ressource, du coup. Alors j'en profite encore, mais si je prends trop la parole, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi aussi je parle beaucoup. La section ressources du nouveau Discord qu'on vient de mettre en place, c'est fait pour ça. N'hésitez pas, j'espère qu'elle est libre d'accès pour tous. Donc dès que vous avez des infos à partager, diffusez-la dans la section ressources du Discord, et encore plus si c'est nouveau. Mais il ne faut pas hésiter. Cool. Effectivement, c'est une bonne pratique, disons. Je pars un peu sur un truc qui me tient à cœur ces derniers temps. À moins que qu'il y ait quelque chose encore qu'on ait oublié. C'est comment est-ce que on fait pour s'observer.
Parce que le problème du Mahjong, c'est que c'est un jeu où le résultat n'est pas un bon indicateur, l'issue d'une donne n'est pas un bon indicateur de si on a bien joué ou pas. C'est un indicateur, c'est un indice, bien sûr, mais on sait tous que des fois on fait n'importe quoi et ça marche très bien. C'est d'ailleurs très frustrant quand on est du mauvais côté, disons, de la table. Et des fois, on joue très très bien et ça ne paye pas. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure pendant la conférence de Manuel, quand je parlais de ce qui était juger le pari, en fait, de pas considérer le résultat l'issue d'un choix qu'on a fait pour savoir si c'était le bon choix ou non. Il y a des contextes où il faut c'est même l'aspect principal, hein, mais au Mahjong, c'est moins le cas. Et une chose que j'ai beaucoup recherché, moi, c'est de pouvoir discuter avec quelqu'un, d'avoir quelqu'un avec qui je sois en suivi, en fait, qu'on puisse s'échanger des astuces pour avoir un autre regard, quoi. Et le problème, c'est que je suis, moi, pas très, je joue en ligne comme ça, en particulier parce que là, le jeu me manque tellement, puisqu'on ne se retrouve pas en vrai. Mais je suis moins porté sur le jeu en ligne. Et j'ai pas de joueur physique avec qui faire ça, donc j'étais un petit peu dans une impasse. Et voilà, je me demandais si, si Jérémy marque question difficile, donc visiblement on est plusieurs à se la poser. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous interroge, sur lequel vous avez réfléchi, sur lequel vous avez des pistes ou ce genre de choses. Je trouve que c'est une question tout à fait pertinente et je crois que beaucoup d'entre nous se sont un jour trouvés face au mur. Le mur où on n'arrive plus à progresser. En fait, on sait qu'on a une stratégie, on sait qu'on a des analyses et pourtant rien ne marche. Plus rien ne fonctionne. Alors, à l'époque, j'avais la chance d'être dans un club assez vivant et enfin, le club est toujours vivant, c'est juste moi qui me suis un peu éloignée. Où je pouvais discuter avec des gens qui avaient des expériences de jeux différentes et qui pouvaient revenir analyser les situations. C'est vrai que bon, avec la pandémie, c'est absolument hors de question de se retrouver autour d'une table et de prendre le temps de discuter, de tout ça. Et oui, moi j'avais pensé à effectivement enregistrer des parties sur internet, pour, les réanalyser derrière, mais au final, c'est vrai que ça demande un investissement en temps, qui n'était simplement pas possible. Donc je suis très, très intéressée par cette question de comment se coacher, en fait, les uns les autres. Je voudrais répondre. Des choses qui se font parfois, c'est, je pense notamment, c'est ce qui est fait côté le club de Richie et TNT, où en fait ils se réunissent tous les samedis ou les dimanches, il me semble, où l'idée c'est les joueurs qui ont joué en ligne mettent des expériences, Jérémy pourra en parler mieux que moi, mais mettent des expériences personnelles, des choses qu'ils ont vues, et ils disent, bon, ça c'est quelque chose qui s'est passé. Reprenons la partie à ce moment-là et voyons ce que la personne aurait pu faire ou voyons pourquoi cette personne a fait ça. Et c'est parfois reprendre des parties, reprendre des mains. Et en fait, le catalogue utilisé, c'est ce que les différents joueurs ont pu voir de leur côté parce qu'ils regardaient des joueurs pros à la télé, ou alors parce qu'ils jouaient eux-mêmes sur leur ordinateur, ou alors parce qu'ils ont fait une partie avec des amis et leurs amis leur ont montré cette main, etc. Et donc en fait, chacun récupère un petit peu les mains qui viennent qui viennent d'un peu n'importe où. Et l'idée, c'est de reprendre ça et de se dire, bon, on a... pourquoi est-ce que tu m'envoies cette main? Pourquoi est-ce que c'est pertinent? Et qu'est-ce qui n'est pas allé? Qu'est-ce qui va pas? Et on voit tout ça, quoi. Et ça, en soi, la démarche est vraiment pertinente, et je la trouve vraiment pertinente parce que, bon,
on reprend des situations et on revient sur ce qui aurait pu être une erreur ou ce qui n'en est pas. Si je peux partager, disons, ma vision des choses sur cette question, je sépare ça enfin, la question de s'observer. Donc, dans l'idée, c'est de progresser, d'améliorer son jeu, si j'ai bien compris. Je sépare ça en deux parties, où il y a, disons, la partie théorique et la partie pratique. La partie pratique, c'est en théorie, si on avait, disons, un temps infini ou ce genre de choses, ou même en temps normal, on jouerait telle chose, on pense que c'est le meilleur coup, et pourtant, c'est pas ce qu'on fait en pratique. Il y a plein de raisons, c'est, comme je disais plus tôt, que le jeu est compliqué, il y a plein de choses à prendre en compte. Du coup, c'est difficile d'être à dans sa capacité optimale, dans son niveau optimum. Forte raison dans un cadre de tournoi ou ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire seulement par soi-même, je pense. C'est quand même assez rébarbatif, donc c'est plus sympa de le faire à plusieurs, de revenir au-dessus de sur ces parties. Et pour ça, disons, le fait de pouvoir jouer sur Internet avec disons, un service qui enregistre les parties, c'est quand même très important. Ça rend les choses beaucoup, beaucoup plus faciles. Ou alors, il faut enregistrer ses propres parties par une autre manière. En termes d'amélioration personnelle, regarder ses propres parties permet de remarquer les erreurs qu'on fait et d'autres qu'on est capable de remarquer par soi-même. Et sur un autre plan, il y a la question, disons, plutôt au niveau théorique, où c'est d'améliorer ce qu'on considère comme le meilleur coup, ce qu'on considère comme ce qui devrait être joué dans cette situation. Et il y a peut-être quelque chose de mieux qu'on ne considérerait pas, parce qu'il y a certains facteurs qu'on ne considère pas, ou alors on donne plus de valeur à une chose ou à une autre. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très difficile. La manière que je vois, en tout cas, d'essayer de progresser là-dessus, ça va être en fait, dans l'idée, il faut trouver un joueur auquel on fait confiance et qui peut nous donner des suggestions, en tout cas, plusieurs joueurs même dans l'idéal, qu'on considère comme ayant un niveau suffisamment élevé pour nous donner des conseils auxquels on peut se fier pour altérer son jeu et essayer de nouvelles choses. Des choses qu'on considère pas optimales dans l'immédiat, mais peut-être qu'à force de les faire, on va voir que ça marche mieux, ou alors les inconvénients qu'on considérait ne sont pas si dramatiques que ça. Donc, il faut soit on a besoin de conseils de joueurs qui nous aiguillent, ou alors essayer juste de se sortir de sa zone de confort et expérimenter. Et ça, ce qui est compliqué, c'est que pour pouvoir en sortir des conclusions plus ou moins fiables, il faut être capable d'avoir un énorme échantillon, parce que comme disait tout à l'heure Gnome, essayer un truc un peu différent, ça marchera ou ça ne marchera pas, une fois, deux fois, trois fois, c'est difficile d'en sortir une conclusion fiable. Et donc, en dehors disons, du mentorat, ou en tout cas des conseils, un joueur qu'on considère comme étant capable de nous faire progresser, je trouve ça difficile d'être capable de donner une direction à son jeu. Alors, il vous faudrait des ressources, ou que ce soit au format vidéo ou format écrit. Donc, pas forcément des conseils oraux directs, mais des ressources auxquelles on peut se fier. Et donc, on serait prêt à faire des choix qui nous sortent de nos zones de confort, mais d'après ces ressources, d'après ces joueurs, sont les choix idéaux dans une certaine situation. Hormis ça, je trouve que c'est une question difficile. Vous m'entendez? Oui. Ok, j'ai un truc qui a... Je sais pas ce qui s'est passé. Bref, par rapport à ce que tu dis, le fait de jouer avec des joueurs de s'entretenir en tout cas avec des joueurs auxquels on fait confiance et qui sont d'un niveau important, relativement au nôtre en tout cas, suffisamment pour pouvoir nous aider. Je pense que c'est pas seulement le niveau en définitive, c'est aussi le fait d'avoir une opinion extérieure, parce qu'on a des biais qui nous empêchent de voir certaines choses. Et en particulier, le fait d'avoir c'est pas forcément des joueurs qui ont un autre niveau, mais le Mahjong, c'est un jeu où il y a du style qui rentre en ligne de compte. D'avoir des retours de joueurs qui ont un autre style de jeu que le nôtre, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément aussi. Parce que c'est pas... On n'est pas bon ou mauvais, en fait. Il y a
il y a un aspect beaucoup plus méta à ça, et d'ailleurs il y a même des tendances dans le jeu qui évoluent. Le style optimal de 2020 n'est pas clairement pas le style optimal de 2000, d'il y a 20 ans, et même sur des échelles plus réduites, c'est quelque chose qu'on voit aussi. Mais la question du coup, c'est, ouais, voilà, effectivement, comme tu dis, alors les outils en ligne, pour ça, c'est génial, mais il faut apprécier le jeu en ligne. Tu parlais d'outils vidéo ou écrits. Est-ce que écrit, tu penses à tout ce qui est paille-fou, c'est-à-dire de faire une liste de tout ce qui a été défaussé pendant une partie et de le revoir par la suite, ou à quoi tu fais qu'est-ce que tu avais à l'esprit, toi? Quand je disais écrit, c'est par exemple, c'est plus, donc, par exemple, ce dont parlait tout à l'heure Saladia, plutôt qu'avoir des conseils, disons, oraux d'une personne qu'on connaît, avec laquelle on s'entretient, que ce soit par Internet ou en vrai, d'avoir des supports avec des réponses proposées et essayer de s'adapter pour comprendre ces réponses et essayer de les adapter de se les approprier et de les intégrer dans notre jeu. Donc, c'est plus ça que j'avais en tête. De questions avec des réponses de référence. Si je peux rebondir, Simon, sur ce que tu dis, sur chercher une approche différente du jeu de la nôtre. Quelque chose qui peut être fait aussi, c'est de s'intéresser à d'autres variantes du Mahjong. Typiquement, moi, j'ai déjà dit plusieurs fois, je joue surtout au MCR, et pourtant je me suis penchée vers le Ritchie en me disant peut-être que comprendre la façon de penser du Ritchie et sur leur mécanique de défense et de lecture du jeu peut apporter quelque chose à mon MCR. Et en fait, c'était quelque chose de très très enrichissant pour le développement de mon jeu. Et même au sein d'une grande famille, de voir les différentes variantes. Donc je pense que c'est moins le cas en MCR, mais je ne suis pas aussi familier, mais en Ritchie, il y a plusieurs règles qui sont des toutes petites différences, mais qui ont un impact. Et ça aussi, c'est vrai que parfois, de passer de l'un à l'autre, ça peut nous faire remuer un petit peu nos pensées, remettre en cause certains systèmes de pensée qu'on a qui étaient très établis et qui peut-être sont parfois trop rigides. Après, je sais pas si au MCR il y a plusieurs variantes ou pas du tout, ou différents formats de parties qui peuvent avoir des enjeux différents. En fait, c'est souvent l'enjeu aussi. Ça peut être tout simplement de jouer dans un contexte différent, ce dont on a parlé auparavant, de se fixer différents objectifs, parce qu'au final, la mesure de la réussite, elle n'est pas triviale au Mahjong. C'est pas j'ai bien joué, j'ai mal joué. C'est par rapport au contexte, aux objectifs que j'avais dans ce contexte, de gagner le tournoi, de gagner la partie, de gagner de l'argent, de gagner du classement. Est-ce que j'ai rempli ces objectifs-là? Effectivement, d'utiliser d'autres contextes, ça peut être peut-être aussi un moteur pour ça. Je suis d'accord avec ça. Et pour moi, ça me fait rebondir sur la spécificité du Mahjong comme pratique sportive. C'est que, mine de rien, il y a de la chance. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y aura pas de... Enfin, ça contribue au fait qu'il n'y aura pas de coup optimal à jouer, qu'il n'y aura pas une bonne solution à chaque fois. Et c'est ça que je m'y connais très peu en échecs, en Go, etc. Mais j'ai l'impression que, par exemple, pour les échecs, il y a quand même des coups largement plus optimaux que d'autres. Alors qu'au Mahjong, il y a un petit peu ça. Il y a certaines questions de combinatoire pour essayer d'avoir le plus possible de chances de faire une main. Mais le fait qu'il y ait d'autres joueurs au comportement imprévisible, en partie imprévisible, et qu'il y ait de la chance, ça change beaucoup la donne sur les décisions à prendre. Isa, je voudrais te répondre, parce que aux échecs, c'est plus compliqué, parce que les coups optimaux sont... comment t'appelles ça? À chaque coup...
Je pense que je connais pas non plus suffisamment les échecs, mais ce que je peux faire par le parallèle, par contre, c'est avec le Go, où tu as une diversité de coups telle que tu peux faire ce qu'on appelle des coups de question. C'est euh, tu joues à un coup pour voir la façon dont va réagir l'adversaire. Ton coup n'est pas optimal, mais par contre, en faisant ce coup, tu es capable de comprendre. En fait, tu laisses un temps à l'adversaire pour comprendre sa stratégie. Je pense que tu as également des coups comme ça aux échecs. Enfin, au shogi, c'est également très marqué. C'est quand tu fais un coup de pion sur la dernière colonne. Tu vois, par exemple, c'est un coup, tu dis bon, bah maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est moi, j'ai joué. Quelle est ta stratégie? Et en fait, l'idée, c'est que même si tu perds un temps sur la partie, derrière, ça te permet de jouer un petit peu plus sur l'aspect psychologique. Et à ce niveau-là, du coup, tu pourrais le comparer au système de coups optimaux au Mahjong en te disant que même si tu as un coup qui te donne 8% de victoire alors que l'autre il te donne que 7% de victoire, t'en as un qui est théoriquement meilleur que l'autre, mais vu que tu connais pas le comportement de ton adversaire, tu peux tenter de jouer à ce niveau-là. Tu pourrais dire que le Mahjong, en fait, tu pourrais faire jouer le Mahjong avec 4 intelligences artificielles et les 4 vont jouer des comportements optimaux. Sauf que si les 4 jouent les comportements optimaux, tu remarques que du coup, il y a des contre-stratégies, etc. Parce que ça devient prévisible. Ok. Et à l'inverse, par contre, vu que le Mahjong est un jeu de hasard, moi, il y a quelque chose qui me pose problème, c'est qu'on n'est pas en mesure de dire. Quand tu fais même un championnat du monde, en fait, tu peux pas dire que le gagnant du championnat du monde est le meilleur joueur mondial, justement à cause de cette part de hasard. Et c'est ça ce qui me pose problème en termes de pratique sportive, c'est que même si la personne Alors, a été le meilleur joueur au moment donné au cours de ce tournoi, c'est peut-être pas vrai l'année suivante, et c'est alors qu'à l'inverse, tu peux avoir d'autres activités justement qui sont des sports en contre un où une seule même personne va rester sur une tête de podium pendant des années consécutives. Je ne sais pas si c'est le cas au Mahjong. je pense que j'ai deux réponses, deux aspects par rapport à ça. D'une part, que au Mahjong, je pense que tout le monde est relativement d'accord, en tout cas à haut niveau, pour dire que les tournois ne sont pas la meilleure façon de mesurer la performance en fait. Il y a tellement de variantes que si on veut vraiment faire un classement qui est vraiment le meilleur, entre guillemets, c'est plutôt des choses de long terme comme une très grande ligue ou des classements type EMA ou ce genre de choses. Alors, EMA, c'est. Voilà, on peut revenir sur les failles du système, mais si on faisait un comparatif avec tout ce qui est échec, etc., ça pourrait être Elo ou ce genre de choses. D'une part, et d'autre part, je pense que un tournoi au Mahjong, et là on retourne plus sur la partie spectacle dont je parlais, l'intérêt aussi, c'est pas forcément de savoir qui est le meilleur, mais c'est aussi d'avoir quelque chose qui soit très narratif. Je pense que quand on suit un tournoi, que ce soit en tant que joueur ou récemment, on a souvent les résultats qui sont postés au cours du tournoi, c'est excitant, il y a ce sentiment-là. Et je pense que c'est peut-être plus ça qu'approche le tournoi. Maintenant, l'autre chose qui m'intéresse aussi par rapport à savoir si la chance fait qu'on ne peut pas savoir qui est le meilleur, entre guillemets, quelque chose que je trouve très révélateur, par exemple, c'est que les grandes parties, les grands matchs d'échecs se jouent pas en une partie. Si c'était clair et net qu'il y en ait un qui était meilleur que l'autre, on n'aurait pas besoin de faire 11 parties et de regarder qui arrive à 6 points et qui arrive à 5. On pourrait en faire une et celui qui gagne a gagné. Mais en fait, c'est pas le cas. Et ça, je pense que c'est dû au fait que, comme tu dis, il y a une telle variété de coups. Oui, il y a la notion de commencer ou non la partie, mais à ce moment-là, on n'a pas besoin de 11 parties si on veut départager. Mais je pense que ça reste imprévisible en fait. Ça peut être quelque chose qui n'a pas de chance intrinsèque, mais qui est d'une telle complexité qu'on est incapable de prédire l'issue de quelque chose. D'ailleurs, il y a des paris sur ce genre de comment on appelle de match. Si on sait déjà, si on est en mesure de mesurer d'une façon définitive,
n'y a pas besoin de rejouer le match, il n'y a pas besoin il n'y a pas d'inconnu en fait. Donc je pense que c'est deux choses qui sont un petit peu différentes, mais c'est pas seulement une question de chance, le fait de savoir qui gagne et qui est le meilleur. C'est pas seulement une question de chance et de savoir qui est le meilleur, mais c'est aussi une question pour moi, de dire ok, bah voilà l'issue et on s'arrête là. Même si c'est pas forcément l'issue qui était attendue, voire même celle qui était la plus prévisible. Je rebondirai un petit peu là-dessus également. Il y avait dans l'espace ludique une dimension de progression personnelle qu'on a vu tout à l'heure également. Et je trouve que cette partie en 11 parties, c'est parce que comme qu'on voit ça dans une partie de Street Fighter en 10 rounds, ou alors dans le manga Hunter x Hunter, où c'est une altérité radicale, c'est un monstre insectoïde, je crois, qui cherche la perfection et qui trouve une voie de progression à travers une jeune maître qui a 4 ans mais qui ne sait rien faire d'autre que être particulièrement doué dans un jeu spécifique. Et il trouve au sein de cet espace de liberté qu'est le jeu la possibilité non plus d'affronter son adversaire, mais de progresser individuellement. Que du coup, dans 11 parties, il n'y a même plus la notion de qui est meilleur, mais de comment on va modifier son jeu par rapport à celui de son adversaire. Pour non plus faire progresser sa pratique, mais la pratique. Et c'était, je crois, une dimension intéressante de toute forme de jeu en règle générale. On a vraiment un espace de liberté, non plus pour uniquement sa progression, mais l'application globale de la pratique en tant que telle sur le long terme. Mais lorsqu'on est deux grands maîtres qui se rencontrent, c'est plus l'évolution individuelle qui est pertinente, mais plutôt on est tous les deux au sommet de notre pratique, comment on va faire évoluer notre pratique ensemble. Je suis en train de voir qu'il est déjà 15h35 et on a une conférence suivante à 16h. Donc si on veut souffler un petit peu, il faudrait peut-être qu'on conclue. Du coup, je vous propose, si vous avez quelques dernières prises de parole, que vous avez des choses qui vous tiennent à cœur ou autres que vous voudriez nous communiquer pour conclure. Je pense que c'est le bon moment pour ça. Je ne sais pas si peut-être qu'il n'y a pas de réaction tout simplement. Ce que je vous propose, moi je ferme mon micro. De toute façon, on peut laisser jusqu'à 16h. Et si quelqu'un veut relancer, on peut encore le faire pendant quelques minutes. Et sinon, en tout cas, on a parlé de beaucoup de choses. Donc moi, ça m'a beaucoup plu d'entendre tout ce que vous aviez à dire sur ces sujets-là que j'ai apportés. Qu'on puisse construire ensemble des idées. Donc, merci en tout cas. Et n'hésitez pas s'il y a encore quelques trucs, on a encore quelques minutes, donc c'est tout à fait possible. Je voulais dire un gros merci Simon pour la conférence. J'ai trouvé ça super intéressant. Pareil, merci. Pareil, merci à tous, encore, à nouveau. N'hésitez pas à diffuser le contenu que vous avez sur le chat de ressources et à partager encore à nouveau vos liens et vos différentes opinions pendant les 20 minutes qui restent. La prochaine conférence a lieu vers 16h. Je pense qu'on va faire une petite pause entre les deux, histoire de respirer un petit coup.
Donc, comptez 16h15 plutôt.